Il existe une seule photographie, qui capture la folie de tout ce chapitre de l'histoire. Elle montre un enfant portant un masque à gaz, pas un soldat, pas un combattant de la résistance, un enfant. Et dans les foyers, à travers la Grande-Bretagne et à travers l'Europe, des scènes comme celle-ci se déroulaient dans les cuisines et les commertards. Salon, des mères essayant de forcer du caoutchouc et du verre sur les visages de leurs fils et de leurs filles, les préparant à une guerre que les adultes avaient faite, mais dont les enfants hériteraient. Une mère se souvenait de la lutte avec sa fille de 7 ans qui refusait tout simplement de mettre le respirateur. Elle était claustrophobe et elle ne pouvait tout simplement pas le faire. Ils ont finalement réussi à lui faire essayer, mais l'image reste. Une petite fille tremblante, son monde réduit au bruit de sa propre respiration derrière un joint en caoutchouc. C'était le monde que les nazis ont créé? Non. Pas seulement un monde de chars et de tranchées, mais un monde où l'enfance elle-même devait être protégée contre le poison. Pour comprendre Goebbels, il faut d'abord comprendre le monde qu'il servait. Et cela signifie revenir à la fin, année 1920, lorsque le parti nazi n'était encore qu'un mouvement marginal, bruyant, violent, mais politiquement insignifiant. Au début d'août 1929, le deuxième congrès du NSDAP, le parti nazi d'Adolf Hitler, se tint à Nuremberg, dans le sud de l'Allemagne. Avec ses églises gothiques, son château, ses maisons médiévales, Nuremberg avait été choisi délibérément. C'était un décor destiné à souligner la grandeur passée de l'Allemagne, en la reliant au projet futur du Reich nazi. Et même à ce stade précoce, Hitler était obsédé par la mise en scène. Hitler était obsédé par son image, en partie par narcissisme, chose assez courante chez tous les politiciens, surtout les mégalomanes, et en partie parce qu'il se voyait comme un artiste. Il savait sous quel angle il était le plus photogénique. Il savait quelles photographies seraient les plus populaires. Hitler était le chef d'orchestre de ces grandes cérémonies, et tout devait être réglé comme du papier à musique pour lui. L'organisation était plus importante que tout le reste, et la propagande, puisque c'était là ce qui était véritablement en jeu, relevait avant tout d'une question d'organisation. Mais le parti nazi n'était encore qu'une infime fraction de la politique allemande, pas particulièrement prospère. Très peu de gens auraient supposé qu'Hitler serait un jour élu chef du gouvernement. Le but de ces images soigneusement mises en scène était de montrer que les nazis formaient une organisation compétente, crédible dans leur projet de prise de pouvoir. Tel était le message. Et en coulisses, la machine se mettait en place. La SA, la milice nazie, forte de 3 millions d'hommes, était filmée au siège du parti à Munich. Leurs commandants, des hommes comme Pfeffer von Salomon, un vétéran de la Première Guerre mondiale, s'entraînaient et s'organisaient avec une précision militaire. Et la SA était indispensable au projet d'Hitler. Ils étaient là à intimider. Les gens, ils attaquaient les socialistes et les communistes. C'était eux qui occupaient les rues. En fait, c'est grâce à eux qu'Hitler a pu accéder au pouvoir. La propagande nazie montrait des hommes de la SA modérés lors des rassemblements, mais en réalité, Hitler avait déchaîné leur violence à travers toute l'Allemagne. Et, en arrière-plan de ses premiers films du parti, une toute petite secrétaire, insignifiante, humble, subalterne, s'avançait pour présenter ses rapports et attendre en coulisses. Il s'appelait Heinrich Himmler, longtemps considéré par les hauts dignitaires du parti comme un homme courageux mais imprévisible, le chef de la SS, la garde rapprochée du Führer. Himmler restait subordonné à la SA. Ce que les caméras ont capté, c'était la subordination formelle de la SS à la SA, qui demeurait la branche armée du parti. Himmler débuta de manière totalement insignifiante, comme le montrent les images, mais il ne le resterait pas longtemps. Ce qui alimenta l'ascension des nazis ne fut pas seulement l'idéologie, ce fut la technique. La campagne électorale de 1932 fut extrêmement violente. Entre juin et juillet, des affrontements de rue entre communistes, nationalistes et nazis firent des centaines de morts. La police était complètement dépassée, et ces affrontements furent utilisés par le gouvernement pour instaurer un régime de plus en plus autoritaire, ce qui correspondait exactement à ce que recherchaient les nazis. Puis survint le krach de Wall Street, accompagné d'une grave crise économique qui ravagea l'Allemagne. Deux partis radicaux progressèrent, le Parti communiste allemand à gauche et les nationaux-socialistes à droite. Dès 1930, tous deux connaissaient déjà d'importants succès électoraux, mais c'est le parti nazi qui s'imposa pleinement le 30, et un juillet 1932, 230 nazis furent élus au Parlement. C'était la première fois qu'Hitler obtenait une véritable reconnaissance nationale. Et Hitler comprit quelque chose de fondamental avant tout le monde. Il comprenait la nécessité d'être présent partout en Allemagne. Dans le même temps, l'avion de transport, une technologie récente, compléta sa panoplie d'outils politiques grâce au financement du parti. Il acheta un appareil lui permettant de parcourir tout le pays, tenant jusqu'à 3 réunions politiques par jour, de Königsberg à Francfort via Hambourg, le tout en une seule journée. Cela donnait l'impression d'un rouleau compresseur,
et donna naissance à l'un des slogans de propagande les plus célèbres de l'époque, Der Führer über Deutschland, le Führer au-dessus de l'Allemagne. Cela montrait l'ubiquité, l'énergie et le contrôle d'un Hitler qui veillait sur toute l'Allemagne depuis les airs. Le 30 janvier 1933, vers midi, Hitler était jubilant. Franz von Papen, le chancelier sortant, avait persuadé le président allemand Hindenburg de former un nouveau gouvernement de coalition conservatrice. Hitler serait chancelier, Papen serait vice-chancelier, en échange de la promesse que Papen pourrait contrôler Hitler. Mais ce que les caméras captèrent ce jour-là raconte une toute autre histoire. On voit un Hitler déjà occupé à organiser un ballet politique. Un moment médiatique où être photographié était extrêmement important, et von Papen n'était clairement pas à l'aise. Il était maladroit. Hitler dut pratiquement le tirer jusqu'à sa chaise. Dès la première image, il était évident que Hitler mettait en scène l'événement. Il avait toujours un plan, accéder au pouvoir légalement, puis renverser rapidement le cadre légal. Et en fait, Papen comprit la vérité en l'espace d'environ 2 mois. Il admit plus tard qu'il pouvait voir, au sein du cabinet, que Hitler était une figure vraiment impressionnante qui dominait la pièce. Papen se rendit vite compte qu'il était mis à l'écart, alors que cela aurait dû être l'inverse. Alors que le président Hindenburg avait nommé Hitler avec la garantie que von Papen le contrôlerait, il était évident dès le moment où il prit le pouvoir que c'était Hitler qui contrôlait von Papen. En plus d'Hitler, il n'y avait que 2 autres nazis au gouvernement. Wilhelm Frick, ministre de l'Intérieur, Hermann Göring, ministre de l'Intérieur de la Prusse et ministre sans portefeuille. Göring était assez mal à l'aise pendant la mise en scène, mais il comprenait que tout cela n'était qu'un acte. Il participait davantage comme un spectateur regardant les événements se dérouler, heureux d'être filmé en même temps. Il n'était pas vraiment rassuré car c'était un rôle auquel il n'était pas habitué. Il profita donc du moment et ne chercha pas à intervenir dans les semaines qui suivirent. De nouvelles élections parlementaires virent le vote nazi encore progresser. Après l'incendie du Reichstag, en février 1933, des mesures d'urgence furent mises en place. Les libertés fondamentales et l'état de droit furent suspendus. Un état policier fut instauré. Des camps de concentration furent créés. Et avec le vote du 23 mars 1933, accordant les pleins pouvoirs à Hitler, les nazis contrôlaient presque tous les aspects de la vie allemande. Se sentant les mains libres, Hitler autorisa le lancement de l'opération de boycott visant les commerces juifs à travers l'Allemagne. Ce que montrent clairement les images d'archives, c'est que la population allemande n'était pas du tout sur la même longueur d'onde que le parti nazi. Elle appréciait ses commerçants juifs. Elle faisait régulièrement ses achats dans leurs magasins. Elle demandait des explications aux gardes-ça qui leur barraient le passage. L'opération fut en réalité un échec. Goebbels le comprit immédiatement. Ce fut la première et la dernière fois qu'un tel boycott fut tenté ouvertement pendant 5 ans. La fois suivante, un pogrom beaucoup plus violent serait lancé. La nuit de cristal, le 9 novembre 1938. Et c'est là que Joseph Goebbels entre pleinement en scène. Goebbels comprit quelque chose d'essentiel à propos de la propagande. Quelque chose qui le distinguait des praticiens plus grossiers de cet art. Il voyait très clairement que si l'on racontait des mensonges évidents, on serait démasqué, et la propagande en serait dévaluée. Il se concentra donc bien davantage sur une présentation très soigneuse et habile de choses qui étaient vraies. Cela signifiait que, fréquemment, il faisait preuve d'une grande sélectivité dans la vérité. Il omettait toutes sortes de choses, censurait et supprimait toutes sortes d'informations. Mais il était assez rare qu'il présente des mensonges flagrants. Son arme de prédilection était le nouveau média de diffusion de propagande par la radio, le récepteur du peuple, le Volksempfänger, une radio bon marché pour tous, conçue pour faire de la radio un média de masse. Des millions du modèle VE 301 furent vendus. Le 301, renvoyé au 30 janvier, le jour de la prise de pouvoir d'Hitler. L'appareil fut bientôt populairement surnommé la Gobe de Goebbels. Et c'est par son intermédiaire que des messages barbares furent diffusés grâce à une technologie de pointe. Des slogans percutants, la promesse d'une communauté nationale aryenne. Un certain nombre de personnes furent éblouies, mais combien furent réellement convaincus? Quelle fut l'efficacité de la propagande de Goebbels? La réponse honnête et complexe. L'Allemagne était une nation de dizaines de millions de personnes, dont beaucoup étaient très instruites, pleinement alphabétisées, habituées à différents types de responsables politiques. Goebbels a peu, être réussi à en influencer un grand nombre, mais il ne pouvait pas tous les atteindre. Ceux qui n'en faisaient pas partie furent marginalisés rapidement et publiquement. Le 10 mai 1933, dans de nombreuses villes d'Allemagne, les nazis brûlèrent des livres qualifiés de non-allemands. Les flammes illuminèrent les places universitaires et les places publiques. Des étudiants et des troupes d'assaut jetèrent des volumes dans les bûchers, des œuvres de science, de philosophie, de littérature,
le savoir de siècles réduit en cendres en une soirée. La liberté artistique et la liberté d'opinion furent abolies avec une brutalité qui ne laissait aucune place à l'ambiguïté. Pour Goebbels, seule comptait la volonté du Führer. La dissidence intellectuelle n'était pas seulement découragée, c'était une maladie à éradiquer, et Goebbels se nomma lui-même médecin en chef. Goebbels voulait aussi utiliser ce type d'agitation pour se distinguer des autres hauts responsables nazis, en particulier Hermann Göring, le deuxième homme le plus puissant du Troisième Reich. Göring était plus ou moins son exact opposé, un héros de guerre hautement décoré et un hédoniste passionné de grandeur. Il avait d'excellentes relations dans les plus hautes sphères, et surtout, il avait l'oreille d'Hitler. Goebbels en était profondément jaloux. Il ne comprenait pas pourquoi cet homme pompeux et en surpoids obtenait constamment l'attention d'Hitler. Du moins, dans les premières années, Goebbels cherchait toujours à atteindre la même camaraderie et la même intimité avec Hitler que Göring semblait obtenir sans effort. Dans son journal, Goebbels se moquait de cet homme gros, le décrivant comme bête, comme un manche à balai et paresseux comme un crapaud. Mais en 1930, après avoir mieux connu Goering lors d'un voyage commun en Suède, il changea de ton. « C'est un bon type », écrivit Goebbels, « et il s'est bien occupé de moi ». Le film sonore, après la radio, deuxième nouveau média de l'époque, devint un autre instrument de Goebbels. Le journal filmé, 10 à 15 minutes d'actualité projetée avant le long métrage au cinéma, était personnellement contrôlé par Goebbels. Des nouvelles du monde entier, présentées de manière factuelle, presque comme une annonce officielle. En réalité, c'était une propagande sophistiquée, un lavage de cerveau au cinéma. Goebbels plaça également les films allemands sous son contrôle, développant les studios de Potsdam à Babelsberg. Du divertissement léger, avec des messages cachés. Les gentils avaient très souvent un aspect germanique frappant. Les méchants ne l'étaient pas. L'idéologie nazie, emballée dans des feuilletons. Mais l'intérêt de Goebbels pour l'industrie du cinéma n'était pas seulement politique. Il cherchait le contact avec de jeunes actrices. Le ministre était un séducteur notoire, comme il l'admettait ouvertement dans son journal. « Chaque femme m'excite jusqu'au plus profond de moi. Je rôde comme un loup affamé. » Goebbels eut de nombreuses liaisons, même après son mariage avec Magda. Il abusait sans vergogne de son pouvoir de ministre. Ses penchants furent bientôt connus dans toute l'industrie du cinéma. À voix basse, on le surnommait le bouc de Babelsberg. S'il ne violait pas ses femmes, il les contraignait assurément. Goebbels a commis des crimes bien plus graves. Certes, mais son attitude et son comportement envers les femmes, même selon les standards de l'époque, étaient répréhensibles. Tandis que Goebbels bâtissait l'empire de la propagande, Hitler cultivait quelque chose d'aussi important, une cour, un cercle intérieur lié non par la compétence, mais par le dévouement. Et au centre du monde privé du Führer se trouvait une femme dont la plupart des Allemands ne soupçonnaient même pas l'existence. En 1936, Eva Braun s'installa au Berghof, la maison d'Hitler sur l'Obersalzberg, en Bavière. Elle avait son propre appartement juste à côté de celui d'Hitler. Eva Braun faisait partie intégrante du cercle intime du Führer. Personne ne pouvait remettre en question sa position. Quand Hitler était absent, elle utilisait les lieux comme elle le souhaitait. Lorsqu'il était présent, sa présence se faisait un peu plus discrète. Personne, en dehors de son cercle rapproché, ne devait connaître son existence. Elle s'amusait souvent seule à l'Obersalzberg, organisant des fêtes, invitant des amis. Il y avait beaucoup de flirts, mais les limites restaient toujours claires. La façon dont elle se déplaçait sur la terrasse, embrassant le trésorier du Reich, flirtant avec les hommes, était une démonstration de son pouvoir. Elle pouvait se permettre de faire tout ce qu'elle voulait. Elle pouvait traiter les hommes et les femmes autour d'elle exactement comme elle le souhaitait. Sur le plan émotionnel, Hitler était attiré par des femmes plus jeunes et moins intelligentes. Eva Braun correspondait à ces critères. Winifred Wagner, belle-fille et héritière de Richard Wagner, une autre femme dans l'entourage d'Hitler, n'y correspondait pas. Elle était son égale. Il pouvait converser avec elle, réfléchir et apprécier la culture. Il y avait eu des rumeurs d'un lien romantique entre les deux et selon lesquelles Hitler la voyait comme une épouse potentielle. Mais c'était un terrain rare pour Hitler. Il choisit plutôt une femme de 23 ans, sa cadette. L'entremetteur dans cette histoire était Heinrich Hoffmann, le photographe personnel d'Hitler. Les deux hommes s'étaient rencontrés très tôt. Hoffmann était déjà un photographe portraitiste bien connu à Munich. Avant la Première Guerre mondiale, il rejoignit le NSDAP au début des années 1920, l'un des premiers aux côtés d'Hitler. Il devint le photographe officiel du parti ainsi que du régime, d'Adolf Hitler lui-même.
Il n'y avait pas une carte postale, ni une photo officielle, qui sortait de ses ateliers sans passer entre ses mains. Il gagna énormément d'argent. Hoffman était véritablement un profiteur né, et c'est dans son studio qu'Eva Braun avait appris la photographie. C'est là qu'elle acheta son matériel, et c'est Hoffman qui joua les entremetteurs entre Eva Braun et Adolf Hitler. Dès son arrivée au Berghof, Eva Braun commença à filmer des scènes de la vie quotidienne avec une petite caméra d'un modèle récent et bien conçu qu'elle avait acquise. Elle jouissait d'une liberté incroyable. Elle pouvait filmer tout ce qu'elle voulait, y compris Hitler lui-même et tous les autres. Il y avait des situations où il lui interdisait de filmer, ce qui signifie que l'on peut supposer qu'elle le filmait parfois en secret. Les images qu'elle a laissées derrière elle, intimes, décontractées, parfois ludiques, comptent parmi les documents les plus révélateurs de la vie au sein du cercle rapproché nazi. Elle montre ce qu'aucune bobine de propagande n'aurait jamais pu montrer, la banalité du mal au repos. Et puis, il y avait Rudolf Hess, compagnon politique indéfectible de Hitler depuis le tout début des années 1920. Hess était le suppléant du Führer. Il supervisait tous les projets de loi et était le seul Allemand autorisé à signer au nom de Hitler. Hess était une personnalité essentielle dans la vie de Hitler. C'est lui qui a écrit Mein Kampf avec Hitler à la prison de Landsberg. Il en a fait la dactylographie. Il était le secrétaire particulier de Hitler, la personne la plus proche de lui et pour laquelle Hitler avait sans doute la plus haute estime. Hess était aussi un brillant pilote qui avait remporté des compétitions internationales. En 1935, il était considéré par la plupart comme un successeur potentiel de Hitler, le numéro 2. En réalité, il était numéro 3 car Göring se tenait entre eux, mais Hess se considérait comme numéro 2 et probablement comme un successeur. Une figure, cependant, a façonné Hitler plus profondément que tous les autres et son nom a largement été oublié. Dietrich Eckart, l'un des premiers monuments que les nazis ont érigés en 1934, lui était dédié dans la ville bavaroise de Neumarkt. Eckart a joué un rôle déterminant dans la création de la persona d'Adolf Hitler. Il était le mentor le plus important du dictateur. Il a formé Hitler politiquement et l'a aussi déformé politiquement. Hitler n'était pas un antisémite aussi violent avant de rencontrer Eckart. C'est Eckart qui était l'antisémite virulent. Hitler désignait Eckart comme son seul ami et, plus important encore, Adolf Hitler a dédié Mein Kampf à Dietrich Eckart, farouchement antisémite. Hitler était aussi un enfant de Wagner. Wagner, qui avait créé une mythologie germanique précisément au bon moment lors de la formation de l'État national allemand. Wagner a fourni une mythologie, une culture, en exhumant d'anciens mythes et en les mettant en scène, accompagnés de musique. Hitler était totalement fasciné par Wagner, pour la mythologie, mais aussi pour le caractère spectaculaire de l'œuvre d'art totale wagnérienne. Dans une conversation avec Winifred Wagner, conservée dans les archives, Hitler a révélé quelque chose de révélateur. Winifred voulait parler de politique. Hitler, lui, ne le voulait pas. Il était là pour l'art. Il disait que l'art était ce qui lui donnait énergie et force en tant qu'homme politique. Il était un homme mu par le mythe et l'énergie de la musique. Et l'expression « la force par la joie » n'était pas insignifiante dans la bouche d'Hitler. C'était aussi le nom donné à un vaste organisme au sein du Reich, une institution destinée à motiver le travailleur allemand dans le grand effort de production du nouvel État nazi. Après 2 ans au pouvoir, le projet d'Hitler prenait forme, étape par étape. Son emprise sur le peuple allemand était de plus en plus forte. Ses adversaires croupissaient en prison ou prenaient le chemin de l'exil. Hitler savait pouvoir compter sur une équipe soudée à ses côtés, entièrement dévouée à sa cause. Il célébra le nouvel an au Berghof, plein d'optimisme pour 1935. C'était le type de vie qu'Hitler menait au Berghof, assez simple, où il était entouré de ses proches, avec une certaine domesticité qu'il appréciait. Hitler était un homme d'habitude. Il n'aimait pas que ses routines soient changées. On y trouvait toujours les mêmes personnes, les gardes du corps, les médecins, les assistants, le personnel, les secrétaires et son cercle social. Il formait une communauté, et ceux qui le connaissaient de près disaient qu'il était très affable avec les gens, magnanime, généreux, amical. Une bonne nouvelle arriva rapidement le 13 janvier 1935. La France reconnut que le Troisième Reich avait pris possession de la Sarre. Cette région allemande était sous tutelle depuis 1919. 2 mois plus tard, Adolf Hitler rétablit le service militaire obligatoire et décida d'augmenter les effectifs de la Wehrmacht de 100 000 à 500 000 hommes. Ce fut la première violation flagrante du traité de Versailles. Les pays étrangers et la Société des Nations n'osèrent pas prendre de mesures de représailles. Cela prit tout le monde par surprise, y compris les généraux allemands,
qui se réjouirent de l'annonce. Mais il y avait des tensions sous la surface. L'armée méprisait Hitler parce que les officiers portaient tous le von, signe qu'ils appartenaient à l'aristocratie. La classe des officiers ne cessait de dire qu'il n'était qu'un caporal. Pourquoi avons-nous un caporal à la tête du pays? En même temps, il y avait des réserves, mais aussi une convergence d'intérêts. L'armée allemande voulait se débarrasser des contraintes du traité de Versailles, qui la limitait à une force relativement réduite pour un pays de cette taille. Elle voulait le réarmement, et Hitler lui offrait précisément cela. À la fin du mois de mars 1935, dans la ville de Wiesbaden, Adolf Hitler et ses plus proches collaborateurs savourèrent la fin de l'occupation étrangère en Allemagne. Les images montrent une immense satisfaction, un grand soulagement de la part de l'élite nazie. Ils avaient réussi un coup diplomatique, mais aussi militaire. D'une part parce que la remilitarisation de la Rhénanie était interdite par le traité de Versailles, interdite par le droit international. Ce fut un grand soulagement que ce coup réussisse, et cette victoire décisive encouragerait Hitler à entreprendre de nombreuses opérations similaires dans les années à venir. Pour célébrer, les nazis portèrent un toast avec de l'eau minérale provenant du spa de Wiesbaden. Hitler ne buvait que de l'eau minérale et du thé, bien sûr, une eau minérale appelée Gerolsteiner, qu'il buvait depuis des années. C'était une image étrange, les hommes les plus dangereux d'Europe trinquant avec des verres d'eau pétillante, se félicitant d'avoir brisé l'ordre international sans que personne ne les ait arrêtés. À mesure que le pouvoir de Goebbels grandissait, ses appétits augmentaient aussi. Il acheta une villa sur la riche île de Schwanenberger près de Berlin, extorquée à un banquier juif pour bien moins que sa valeur. Il possédait également d'autres maisons, un yacht à moteur et des limousines luxueuses. Les journaux pour lesquels il reçut une avance substantielle de son éditeur contribuèrent à financer ce train de vie. Goebbels se présentait, lui, sa femme Magda et leur famille grandissante, comme le foyer nazi parfait. Leurs 5 filles et leurs fils portaient tous des prénoms commençant par H, en l'honneur de Hitler. Helga, Hilda, Holdin, Hedwig, Heidrun et Helmut. Comme Hitler restait célibataire, Magda Goebbels était pratiquement la première dame du Troisième Reich. Elle était un modèle, l'idéal, avec ses 6 enfants blonds, sûrs d'elle, bien habillés, apparaissant elle-même dans les actualités filmées. Les films familiaux étaient réalisés par des réalisateurs et des caméramans professionnels. Les vœux d'anniversaire des enfants pour leur père, capturés sur pellicule, devinrent un rituel annuel. Des images d'un monde familial intact, mais c'était une illusion. Le mariage présentait depuis longtemps des fissures. Comme beaucoup de politiciens, ils utilisaient leur famille comme un outil politique. Une liaison faillit causer la perte de Goebbels à Schwan and Werther. Il rencontra une actrice qu'il ne connaissait pas, Lida Barova. Goebbels tomba amoureux de cette Tchèque, de 17 ans sa cadette, et l'éloigna de son partenaire, l'acteur Gustav Fröhlich. Ils se rencontrèrent secrètement pendant 2 ans. Pour le ministre et sa maîtresse, c'était plus qu'une simple liaison. Barova se souvint plus tard. J'aimais en réalité son amour. Il m'aimait tellement que je suis tombée amoureuse. Et malheureusement, il l'a dit à sa femme. Et le lendemain, elle est allée voir Hitler et lui a tout raconté différemment de ce que c'était. Magda se plaignit à Hitler que Goebbels lui avait demandé de participer à un ménage à 3. Alors même que Magda avait sa propre liaison avec Karl Hanke, l'un des subordonnés de son mari. Hitler exigea que Goebbels rompe immédiatement avec Barova. Il obéit. Dans son journal, il écrivit « J'ai alors eu une très longue et triste conversation téléphonique, bien que mon cœur menace de se briser. Je reste ferme et ensuite pitoyable. Et maintenant, une nouvelle vie. Commence une vie dure, cruelle. » Le couple voulait divorcer en octobre 1938. Hitler fut appelé comme médiateur. La manière dont cela s'est déroulé n'est pas claire. Magda Goebbels passa des jours à l'Obersalzberg. Il existe des photographies d'elle assise à côté d'Hitler et d'Eva Braun, dans le salon de thé du Nid d'Aigle, en train de discuter. Hitler convoqua Goebbels et lui demanda de poursuivre le mariage. Le ministre de la propagande obtempéra. Encore une fois, son désir d'obtenir l'approbation de Hitler était plus fort que tout le reste. Goebbels savait que si son mariage prenait fin, cela pourrait mettre fin à sa relation avec Hitler. Ainsi, pour préserver sa propre liaison, sa liaison avec Hitler, il devait rester avec Magda. La nouvelle de la crise se répandit. Le chef de la propagande engagea un photographe. Il écrivit « Des photos seront prises avec le Führer pour la presse. Le Führer lui-même le souhaite. Cela nettoiera de nouveau bien des choses. Mais la confiance ne revint pas. Goebbels fut totalement abattu au cours des mois suivants. Divers efforts de réconciliation furent entrepris, mais la réalité était que la relation avait été très gravement ébranlée. Pour la première fois de sa carrière, Goebbels était tombé en disgrâce auprès de Hitler.
Il espérait une occasion de regagner ses faveurs, et il n'aurait pas à attendre longtemps. Pendant ce temps, Hitler projetait sa puissance. Grandissant à l'étranger, le 14 juin 1934, il fit sa première apparition hors d'Allemagne, en Italie. À Venise, il voulait rencontrer Benito Mussolini. Il existait 2 points de tension entre l'Italie et l'Allemagne. La question de la population germanophone de la région du Haut-Adige, rattachée à l'Italie après la Grande Guerre, et les ambitions de Hitler pour l'Autriche, qui était sous protection italienne. Hitler voulait apparaître à son avantage. Il voulait un succès diplomatique. En tant qu'homme d'État, Hitler était un grand admirateur du dictateur italien. Mussolini avait créé le fascisme, un modèle pour le Führer. Mussolini avait marqué l'histoire. Il était encore populaire. Il était l'héritier de l'Empire romain et il avait été le premier à réussir la marche sur Rome. Il était donc naturel pour Hitler de le considérer comme quelqu'un qui pourrait être un allié du Troisième Reich. Si Hitler pouvait établir de bonnes relations avec Mussolini, cela donnerait naissance à une sorte d'alliance fasciste. Sur le papier, les 2 dictateurs avaient tout pour s'entendre, mais rien ne se passa comme prévu. La visite fut un fiasco. Hitler était mal à l'aise, gêné. Il arriva vêtu d'un costume civil, tandis que Mussolini brillait dans son uniforme militaire. La confrontation entre les 2 personnalités fut catastrophique. Mussolini, en maître de cérémonie, disait à Hitler quoi faire, quoi voir et à quoi assister. Hitler fut obligé de s'y plier. Bouillonnant intérieurement, Hitler tenta de rassurer Mussolini en lui disant qu'il n'avait aucune intention de réaliser l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche, qui faisait pourtant partie du programme de Mein Kampf. Mais en même temps, il y eut ses commentaires racistes, notamment sur ce qu'il appelait le caractère négroïde des peuples méditerranéens, ce qui mit évidemment Mussolini hors de lui, puis survint un moment qui déstabilisa complètement Hitler. Que cela ait été fait exprès ou par accident, nous ne le saurons jamais, mais Mussolini fit des commentaires suggestifs, salaces, qui prirent le Führer totalement au dépourvu. Ce n'était pas du tout le genre d'Hitler. Il était assez prude, avec une relation très complexe aux femmes. On ne pouvait pas trouver 2 personnes plus différentes. La personnalité méditerranéenne exubérante et physique de Mussolini et Hitler, tout en réserve, ressentiment et pudibonderie. Au retour d'Hitler en Allemagne, les 2 hommes firent des commentaires désastreux l'un sur l'autre. Mussolini dit qu'Hitler était un détraqué sexuel, ce qui prouva en fait qu'il était bien informé des particularités du Führer, et Hitler déclara qu'il ne voulait plus jamais se retrouver dans une telle position d'infériorité. Le sommet de Venise, qui devait inaugurer une alliance fasciste, avait au contraire mis en lumière le fossé entre les 2 dictateurs. Mussolini voyait Hitler comme un nouveau venu, quelqu'un à surveiller de près, et Hitler, humilié, résolut de ne plus jamais laisser un autre dirigeant lui voler la vedette. Ce ressentiment allait façonner son approche de la diplomatie pour le reste de sa carrière, si tant est que ce qu'il pratiquait puisse être qualifié de diplomatie. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne, la Seconde Guerre mondiale commença, et pour Goebbels, ce fut l'occasion qu'il attendait. Une chance de regagner les faveurs d'Hitler. Goebbels était désormais responsable de ce qu'il appelait la guerre spirituelle. Les Allemands étaient, en fait, au départ sceptiques à l'égard de la guerre. La propagande devait susciter l'enthousiasme pour celle-ci, et Goebbels disposait de l'outil idéal. Les actualités filmées, les compagnies de propagande de la Wehrmacht fournissaient des images du front. Une partie était mise en scène. Une grande partie était embellie. Seules les victoires allemandes devaient être mises en avant, et certainement pas les souffrances des victimes. Ce que Goebbels voulait, c'était s'assurer que le public allemand ait l'impression d'être au cœur de l'action. Il veillait à montrer que l'on était en première ligne avec les soldats, en utilisant des membres des compagnies de propagande qui pouvaient aussi combattre. Il voulait ce sentiment immersif pour donner à tout le pays l'impression d'être relié par la propagande. Mais les équipes de tournage de Goebbels devaient aussi attiser la haine, en particulier contre les Juifs. Le ministre envoya des caméramens dans les ghettos juifs de la Pologne occupée. Ils filmèrent des images pour un film de haine comme on n'en avait jamais vu. Son titre, Le Juif éternel. Son objectif, la déshumanisation par le cinéma, une incitation au meurtre. Le film fut réalisé sous la direction de Fritz Hippler, un nazi convaincu, occupant un poste élevé au ministère de la propagande. Comme tant de criminels nazis, Hitler tenta plus tard de rejeter la faute vers le haut, jusque sur son supérieur, Goebbels. Le 22 juin 1941, l'attaque contre l'Union soviétique. Les nazis l'appelèrent l'opération Barbarossa. Cette campagne de conquête correspondait le plus étroitement à l'idéologie de Goebbels et d'Hitler. Une guerre d'extermination et de massacre de masse, menée non seulement pour le territoire, mais pour l'anéantissement de peuples jugés indignes d'exister. Et Berlin, elle aussi, devait devenir débarrassée des Juifs. Environ 60 000 Allemands de confession juive vivaient encore dans la capitale.
Goebbels, qui était aussi Gauleiter de Berlin, obtint l'autorisation d'Hitler pour ce qui était euphémiquement décrit comme une relocalisation vers l'Est. Tout le monde savait ce que cette expression signifiait réellement. Les déportations commencèrent à l'automne 1940 et Goebbels s'entretenait constamment, en tête, avec Hitler, l'exhortant toujours à adopter la ligne la plus radicale. Cela lui confère un rôle absolument central dans l'Holocauste. Il n'était pas un simple spectateur. Il ne se contentait pas d'obéir aux ordres. Il était la voix à l'oreille du Führer, murmurant toujours pour aller plus loin. Une famille détruite par un ordre de déportation de Goebbels, les Gottschalk. Joachim Gottschalk était un acteur que Goebbels admirait, mais son épouse, Meta, était juive. Goebbels exigea que l'acteur divorce d'elle. Meta et leur fils de 8 ans, Michael, devaient être déportés. Mais en novembre 1941, Goebbels dicta à sa secrétaire « Ce soir, j'ai reçu la nouvelle quelque peu embarrassante que l'acteur Gottschalk, qui était marié à une femme juive, s'est suicidé avec sa femme et son enfant. Nous vivons des temps très durs, et le destin prend parfois les individus en main, sans pitié. Jusqu'à 6000 juifs berlinois se sont suicidés pour échapper au camp d'extermination. Goebbels a clairement exprimé ce qu'il entendait par là. Des temps très durs, dans un article de journal intitulé « Les Juifs sont à blâmer », il y écrivait « Le judaïsme rencontre un destin qui est dur, mais plus que mérité. La juiverie mondiale subit maintenant le processus graduel d'anéantissement qu'elle avait prévu pour nous. Un homme de conviction qui tuait avec des mots. Ce qui est remarquable, c'est que Goebbels et Hitler rendaient leurs actions tout à fait publiques. Ils voulaient, on ne peut que spéculer, dire « ce n'est pas seulement la SS, la Gestapo, le parti nazi, c'est toute l'Allemagne qui fait cela ». En rendant cela assez public, ils impliquaient l'ensemble du peuple allemand dans une complicité. Avec le recul, Goebbels écrira sur son époque, en tant que Gauleiter de Berlin avec une fierté glaçante. La libération de Berlin des Juifs, l'un de mes plus grands accomplissements politiques. En février 1943, la 6e armée allemande se rendit à Stalingrad. Ce fut une catastrophe. Un tournant qu'aucune propagande ne pouvait dissimuler. Mais Goebbels, toujours homme de spectacle, n'y vit pas. Un désastre à gérer, mais une opportunité pour la représentation de sa vie. Une grande mise en scène était en cours de préparation au ministère. Il avait besoin d'une mise en scène sophistiquée, d'un public choisi et d'un lieu approprié. Il choisit le Palais des Sports de Berlin, déjà éprouvé pour les rassemblements nazis, avec une capacité de 3000 personnes. Le 18 février 1943, l'arène était pleine à craquer. D'immenses banderoles pendaient au mur. Des drapeaux nazis bordaient chaque allée. Le chef de la propagande fit son entrée en grande pompe devant une foule triée sur le volet. En aucun cas, les Allemands ne devaient se lasser de la guerre comme ils l'avaient fait lors de la Première Guerre mondiale. Goebbels mit tout en œuvre. Son style était distinctif. Un début modéré, presque conversationnel. Puis, le don de pouvoir accroître. L'intensité de façon explosive, très rapidement, en insufflant une puissance incroyable à son discours. On n'aurait pas cru que ce petit homme en était capable, mais il le pouvait. Et ce soir-là, il le fit. Puis vint la formule entre aidants. L'histoire, la guerre totale. Le terme n'a pas été inventé par Goebbels. Il existait déjà depuis des décennies, fréquemment utilisé après la Première Guerre mondiale, mais Goebbels se l'appropria. Il défendit cette idée de guerre totale, où aucun homme, femme ou enfant ne serait épargné par le sacrifice pour l'Allemagne nazie. Et en le faisant au Palais des Sports, avec ses immenses bannières et drapeaux nazis et son spectacle, c'était presque comme un concert. Il lançait cette idée de guerre totale pour tenter de les pousser à se battre jusqu'à la mort si nécessaire. Le discours du Palais des Sports dura plus de 100 minutes. Plus de 100 minutes d'agitation, de haine, et en son sein, Goebbels évoqua, une fois encore, très publiquement, le programme d'extermination des Juifs, appelant à son intensification. Pour Goebbels, la guerre n'était pas seulement un conflit contre la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Union soviétique. C'était une guerre contre les Juifs. Après sa prestation, Goebbels fut satisfait de lui-même. La presse, qu'il contrôlait le loua avec effusion. Son appel à la guerre totale avait bien un fondement réel. Après plus de 3 années de combat, l'économie allemande n'était toujours pas entièrement orientée vers la production d'armement. Albert Speer était ministre de l'armement depuis 1 an. Goebbels avait d'abord soutenu personnellement le jeune architecte, mais Speer le surpassa ensuite dans la faveur du Führer. Goebbels, jaloux comme toujours la même jalousie qu'il avait déjà rongée à propos de Göring, conclut une alliance de circonstances avec Speer afin d'augmenter la production d'armement. Les chiffres augmentèrent, mais le coût humain de cette production fut stupéfiant. Des millions de travailleurs forcés et de prisonniers des camps de concentration furent épuisés à la tâche dans les usines que Speer administrait et que Goebbels défendait. Des centaines de milliers moururent, travaillés à mort, affamés, battus pour fabriquer les armes exigées par le discours du Palais des Sports.
le tournant espéré de la guerre ne se matérialisa jamais. Chaque hausse de production était absorbée par un ennemi désormais plus fort, mieux approvisionné et combattant sur tous les fronts. Hitler apparaissait rarement en public. Goebbels visitait les villes bombardées pour y répandre la confiance. Il voulait montrer des images de l'esprit combatif de l'Allemagne, tout en dissimulant celles trop choquantes, trop démoralisantes, car dans bien des cas, la dévastation ne pouvait être mise en scène. Les gens avaient perdu leur maison, ils avaient perdu leur famille. En 1944, Goebbels organisa le dernier bataillon, le Volkssturm. Tous les hommes âgés de 16 à 60 ans, capables de porter les armes, pouvaient désormais se dire représentants autorisés de l'effort de guerre total du Reich. Cela montrait le désespoir du pays. Mais c'était aussi important pour Goebbels, car cela démontrait que personne ne se dérobait, que personne ne fuyait le conflit, que tous faisaient partie de cette communauté de combat. Il était fier du Volkssturm et l'utilisa dans sa propagande pour montrer que personne ne laissait Berlin sans défense, renforçant le pouvoir dans un Reich en rétrécissement. Tel était le paradoxe des dernières années de Goebbels. Sur le plan militaire, le Volkssturm était inutile. Les hommes n'étaient que de la chair à canon, des vieillards et des garçons, dont beaucoup n'avaient jamais tenu un fusil, envoyés contre les armées les plus aguerries de la planète. La propagande se concentra de plus en plus sur les menaces et la peur. Peur de la vengeance de l'ennemi, peur de ce qui arriverait lorsque l'armée rouge arriverait. Goebbels voulait montrer des images de l'esprit combatif de l'Allemagne. Mais il devait cacher celles qui étaient trop choquantes, trop démoralisantes, car dans bien des cas, la dévastation ne pouvait être mise en scène. Les gens avaient perdu leur maison, ils avaient perdu leur famille, et quand on ressent une telle perte, aucune propagande ne peut vous convaincre que la victoire est encore possible. L'écart entre les paroles de Goebbels et la réalité visible à la fenêtre de chaque Allemand était devenu un abîme, mais il continuait à parler, il continuait à mentir parce que c'était tout ce qu'il savait faire. Le 20 avril 1945, jour de l'anniversaire d'Hitler, le clan nazi se réunit dans le bunker de Berlin pour le féliciter une dernière fois. Ce fut le dernier rassemblement des hauts dirigeants de l'élite nazie. La plupart cherchaient à savoir si Hitler tenterait de fuir vers la Bavière, vers ce qu'on appelait le dernier réduit, et s'il restait dans le bunker, ce qu'ils allaient faire. Devait-il rester? Devait-il partir? La guerre au-dessus d'eux répondait par le tonnerre. Le bunker tremblait à chaque impact. Les célébrations d'anniversaire étaient accompagnées des bombes alliées et des obus de l'armée rouge qui se frayaient un chemin vers le centre de Berlin. La ville que Goebbels avait autrefois déclarée libérée des Juifs était désormais libérée des nazis eux-mêmes, rue par rue, pâté de maison par pâté de maison. Comme il le faisait chaque année, Goebbels prononça un discours d'anniversaire pour Hitler à la radio. Il résuma la vie d'Hitler, expliquant qu'un monde plein de haine et d'envie avait utilisé la guerre pour interrompre l'œuvre de construction du Führer parce qu'il lui enviait son succès. Ce n'étaient pas les nazis qui avaient commencé la guerre. Il déclara que c'étaient des pays étrangers et proclama qu'il persévérait, qu'il n'abandonnerait jamais. Une perte totale de contact avec la réalité, l'homme qui avait passé 12 ans à fabriquer des mensonges pour une nation racontait désormais son dernier mensonge, qu'il restait encore quelque chose pour quoi se battre. Parmi les personnes venues lui rendre hommage dans le bunker se trouvaient Göring, Speer, Himmler, Bormann et bien sûr Goebbels. Ils jurèrent une loyauté éternelle à leur Führer. Ce fut le dernier acte joué dans le sol de Berlin. Göring, Speer et Himmler fuirent bientôt la capitale détruite. Bormann attendit le moment opportun. Eva Braun et Goebbels voulaient accompagner Hitler dans la mort. Goebbels savait très bien qu'ils avaient commis des crimes indicibles. Il savait qu'ils ne survivraient pas à l'après-guerre. Ils seraient condamnés et pendus de toute façon. Magda Goebbels s'installa dans le bunker avec ses 6 enfants. Il est frappant que, dans les dernières semaines de la guerre, dans une situation désespérée, Joseph et Magda décidèrent tous deux d'entrer dans le bunker d'Hitler pour ce dont ils savaient sûrement que ce serait la fin. Le 30 avril, peu avant son suicide, Hitler nomma Goebbels chancelier du Reich. La récompense pour son dernier fidèle, Goebbels, était enfin le premier dans les faveurs du dictateur, ne serait-ce que pour un jour. Jusqu'à la toute fin, il rivalisait pour attirer l'attention d'Hitler, pour obtenir le droit d'être appelé le prochain dirigeant du Troisième Reich. C'était très important dans l'esprit de Goebbels. Il voulait entrer dans l'histoire comme le disciple le plus dévoué d'Hitler. Le lendemain du suicide d'Hitler, Joseph et Magda Goebbels se préparèrent eux aussi à mettre fin à leur jour. Les parents rejetèrent les supplications insistantes d'épargner leurs enfants. Ils sont trop bons pour la vie qui nous suivra. Magda écrivit dans sa lettre d'adieu, les enfants reçurent une injection de morphine une fois endormis.
Magda Goebbels écrasa des capsules de cyanure dans leur bouche. Elle joua ensuite au solitaire, en disant « tout est fini ». Alors, si un mari et une femme sont capables de tuer leurs propres enfants, il faut se demander à quel point se souciaient-ils des autres. Les autres devaient-ils simplement mourir eux aussi? Cela montre le niveau d'inhumanité et l'absence d'empathie. C'est véritablement insensé. Le fait qu'il ait fini par tuer toute sa famille, plutôt que de leur donner ne serait-ce qu'une chance de s'échapper, montre vraiment qu'il devait être aux commandes, et qu'au final, c'est lui qui a tué ses enfants et sa femme, pas les alliés. Joseph Goebbels, responsable de manipulation et de séduction, mu par un désir de pouvoir et de reconnaissance, un principal auteur dépourvu de clairvoyance ou de remords. Il mourut comme il avait vécu, se produisant pour un public, d'un seul, et dans le silence de ce bunker, avec ses enfants morts et son Führer disparu. Même le maître de la propagande était à court de mots. Le mensonge avait finalement dévoré le menteur.